BFM Business, les entreprises ensemble pour le bien commun. Le cercle de l'entreprise et de l'intérêt général. Pauline Tadevin. De retour après la pause, on discute et on débat de ce que les entreprises mettent en œuvre en faveur de l'intérêt général. Juste avant la pause, nous parlions du réseau, de l'importance du réseau. Antoine Frérot, je crois que vous avez un mot à ajouter là-dessus. Oui, je voudrais bien qu'on distingue bien les réseaux et le copinage. Parce que très souvent, les réseaux, dans des gens, c'est les copains qui se placent entre les uns et les autres. Non, un réseau, ça sert d'abord à ne pas être seul quand on cherche de l'emploi. Et donc, ça donne confiance. Et puis, ça sert aussi à raisonner par analogie, en voyant ce que font les autres, et éventuellement en copiant, en s'inspirant de ce qu'ils font. Et c'est à ça que ça sert. Ça permet de se motiver et de s'entraider, d'où l'importance de ce qu'a créé Juliette Simon avec Pôle emploi et le réseau des alumni. Laurent Delannoy, pour Avencode, vous avez une minute pour nous raconter ce que vous faites. Votre entreprise embauche essentiellement des autistes Asperger. Racontez-nous. Voilà. Non exclusivement, mais principalement. Alors Avencode, on aime le définir comme un projet social, innovant et créateur d'emplois. Ce que nous proposons, c'est de répondre à de réels besoins des entreprises, du numérique, des grands comptes, des ETI, des startups en phase de développement, par le biais de services de développement informatique, principalement sur les domaines du big data, du web et du mobile pour l'instant, et d'une nouvelle offre que nous avons créée, qui est la Talents at Work, qui est la première plateforme de tests fonctionnels informatiques basée sur les talents des autistes Asperger. L'agrément entreprise adaptée que nous donne l'État permet aussi d'inscrire directement le fait de travailler chez nous dans les obligations de la loi de diversité 2005, qui sont souvent des budgets, disons, qui ne sont pas optimisés ou efficients dans l'aspect justement de l'intérêt général. Et cette belle aventure qui a 1 an et 1 mois nous a permis de créer 8 emplois pérennes, dont 7 CDI et 1 contrat d'apprentissage. Et nous envisageons là dans les mois qui viennent, avec les discussions en cours, de créer 4 nouveaux postes. Je voulais juste finir aussi sur le fait que nous arrivons à quelque chose d'assez, dont nous sommes très fiers et que nous ne doutions même pas. C'est qu'au début, les entreprises sont venues pour le challenge, d'autres sont venues pour le social, et de par le biais de la qualité des deliveries ou des livraisons que nous faisons actuellement, nous avons un intérêt nouveau de certains grands groupes en France qui viennent nous contacter pour justement cette qualité que nous arrivons à produire. Parmi vos clients, Amadeus ou Thales. Amadeus, notre lunch partenaire, à qui je salue, qui était là dès le début et qui nous a vraiment aidés dans les premiers mois, et qui ont été aussi surpris que nous par la qualité, ce qui fait que maintenant c'est eux qui nous ont emmenés dans le big data. On a doublé les contrats avec eux depuis. La société OSI qui nous a aidé à monter cette plateforme de tests fonctionnels, eux aussi ont vu la qualité livrée, ont signé un contrat avec nous qui est en train de doubler. Ils nous ont aussi proposé, on est en train de travailler dessus, de faire un packaging au niveau des tests pour pouvoir répondre aux besoins dans le cadre de co-traitance, aux besoins des grandes entreprises. Et Thales aussi, dans le même principe, qui est en train de faire de la communication interne entre les différentes entités du groupe Thales pour leur dire tout le bien qu'ils peuvent tirer de travailler avec les Avencodeurs et les Avencodeuses. Ludovic Lemoine, peut-être une réaction, une question Non, je suis tout à l'écoute parce qu'effectivement, je ne connaissais pas Avencodeur et je pense que effectivement l'initiative est assez intéressante et bluffante. Par rapport à ça, une petite question, comment vous est venue cette idée d'avoir... Je vais faire simple. J'ai un gros défaut, c'est que je suis passionné, donc il va falloir me freiner un moment. L'idée vient, quand je dis on, c'est j'ai monté le projet avec ma compagne. L'idée était de travailler par rapport à des valeurs que nous avions, plus en accord, avec un métier qui pouvait nous passionner et nous faire nous lever tous les matins, et qui avait vraiment une action sur l'intérêt général local, quelque chose de réellement concret. Nous étions partis sur les bases du fait qu'il y a vraiment un gap entre le fait que dans les métiers du numérique, et vous connaissez très bien, il manque à peu près 15 000 développeurs, testeurs de qualité par an. À côté de ça, nous avons un taux de chômage chez les personnes en situation de handicap qui approche les 20%, qui est le double du taux national. Et lorsque vous êtes en situation de handicap, très peu d'entreprises vous proposent des métiers à haute valeur ajoutée. Donc, nous sommes vraiment sur quelque chose de très spécifique, mais je pense qu'il fallait le faire. Il y a d'autres entreprises qui existent comme nous, il y en a 3-4 en France qui existent et qui fonctionnent assez bien. Notre spécificité est d'avoir créé un environnement de travail, et quand je dis on, c'est avec des organismes d'État comme le CRA,
avec des neuropsychologues, avec nos collaborateurs les premiers intéressés. Un environnement de travail où les personnes avec autisme peuvent s'épanouir, se sentent bien. Et ce qui fait qu'on amène, le business model est d'amener au bout d'1 an ou 2 à travailler sur les freins directs à l'intégration pour que nos collaborateurs nous aidons à augmenter ou améliorer leur employabilité pour qu'ils puissent continuer à évoluer dans le monde dit ordinaire, voire chez nos clients. Il y a même une réelle incitation à cela. C'est Avencode, présenté par Laurent Delannoy. Merci à tous les trois d'avoir présenté vos initiatives en faveur de l'emploi. Restez avec nous. On va maintenant parler de l'éducation. 42% des Français interrogés par Via Voice considèrent que l'éducation doit être prise en charge par les entreprises. BFM Business, le cercle de l'entreprise et de l'intérêt général. L'éducation. Et voilà, et pour parler de l'éducation, je le disais, ces deux thèmes, emploi et éducation, sont totalement imbriqués. On retrouve Antoine Frérot, le patron de Veolia, Jean-Marc Tassetto pour Corp Academy et Mathieu Nebra pour Open Classroom. Merci à tous les trois d'être là face à vous. Axel Locher et Ludovic Lemoine du Cercle de l'entreprise et de l'intérêt général. On avait commencé à en parler, forcément, de la formation et de ce que vous faites chez Veolia, notamment ces campus Veolia, Antoine Frérot, pour justement former vos collaborateurs et aussi des personnes extérieures, peut-être, qui voudraient se former à vos métiers. Ce serait avec grande joie que nous accueillerons des collaborateurs d'autres entreprises. Pour l'instant, c'est réservé aux... Non, c'est qu'on trouve encore assez peu d'entreprises qui sont prêtes à nous suivre sur nos campus. Je pense qu'il faut peut-être préciser quel rôle on peut imaginer prioritaire pour les entreprises dans le monde de l'éducation. Parce que l'éducation, c'est quand même une prérogative un peu régalienne, et c'est le monde de l'éducation nationale. Et donc, si on souhaite que les entreprises s'en mêlent, il faut bien définir leur rôle. Bon. Moi, ce que je pense, c'est que notre école, elle fonctionne bien pour une grande partie de la population des jeunes Français. Mais pour une Elle petite fonctionne partie, mal pour qui? Pour à peu près 20%. D'entre eux. 20% de la population. Et on dit souvent que l'école fonctionne moins bien qu'avant. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense que depuis très longtemps, et quand j'étais moi-même jeune, il y a 40 ans, eh bien, il y avait déjà une vingtaine de pourcents des élèves qui n'étaient pas adaptés à notre école. Alors, elle est peut-être trop abstraite, et des gens apprennent à partir de la sensation, plus à partir du concret et du pratique. Et puis, je ne pense pas qu'il y ait une école qui fonctionne pour 100% d'une population. Alors, dans le temps, ce n'était pas un problème, parce que ces 20%-là, même qui sortaient de l'école sans qualification, ils allaient à la porte d'une entreprise ou d'une usine, ils finissaient par se faire embaucher, et ils faisaient une vie professionnelle à l'intérieur. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Les barrières à l'entrée sont plus compliquées. Quand ils viennent à la porte d'une entreprise, ils ne sont pas embauchés. Et donc, si on ne fait rien pour ces gens-là, ils ne travailleront jamais. Ça fait 10-15 ans que ça fonctionne comme ça. 150 000 jeunes par an, on est entre 1,5 million et 2 millions de personnes qui sont dans ce cas-là. Et si ça continue pendant 10 ans, ça fera 4 millions. Je pense que c'est une bombe dangereuse. Mais là-dessus, les entreprises doivent prendre leur part, effectivement, du travail. Et c'est là qu'elles peuvent aider à l'éducation nationale. C'est-à-dire que ces jeunes qui veulent apprendre, qui veulent avoir une compétence, il faut qu'ils l'aient à partir du terrain. Et c'est là que l'alternance et l'apprentissage est clé. Voilà. Le mélange entre entreprises qui offrent l'apprentissage et l'école qui accompagne également. Et c'est bien cette coordination-là, cette collaboration pour ces 20% de chaque classe d'âge qui est clé et qui est urgente. Axel Locher, c'est un point qui revient souvent sur votre plateforme mec.org. L'éducation est un des thèmes qui effectivement est le plus d'intensité, à la fois dans sa composante chômage des jeunes, enfin le lien, le basculement à ce niveau-là, un petit peu ce que vous venez d'évoquer, et puis beaucoup sur l'école primaire, la petite enfance ou l'arrivée en fin d'école primaire. C'est vraiment les thèmes les plus qui ont le plus de part d'estomac dans les Français. Moi, ce qui me frappe, ce que je voudrais compléter, c'est que je pense que l'entreprise il a potentiellement deux missions. Il a celle que vous avez évoquée, mais il a pour moi une mission qui est au moins aussi importante, qui est la formation dans la durée. Les métiers sont en train de changer tout le temps. L'entreprise doit absolument accompagner l'inter-entreprise. Et aujourd'hui, ce sont des mondes séparés. On est dedans, on est dehors. C'est plus possible. Donc je crois qu'il y a vraiment deux rôles potentiels régaliens de l'entreprise par rapport à l'éducation. Ludovic Lemoine. Moi, j'ai une question, et je trouve l'initiative très intéressante, et je me demande si elle ne mériterait pas d'être enrichie d'une fertilité croisée. C'est-à-dire que Veolia, peut-être avec d'autres entreprises,
peut-être pas concurrente, mais faire en sorte que dans cette académie, dans cette, les élèves, les apprenants se retrouvent confrontés à plusieurs cultures, plusieurs métiers. Et c'est la richesse, ça devient ainsi aujourd'hui de la diversité. Et est-ce qu'il n'y a pas d'initiative ou est-ce qu'il n'y a pas dans l'idée de Veolia un jour d'avoir ce campus avec quelques partenaires industriels Ce que vous avez commencé à évoquer un petit peu, Antoine Frérot, tout à l'heure. Alors, il y a deux volets dans votre remarque. Le premier, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que je souhaitais que les jeunes cols blancs aussi rentrent dans l'entreprise par apprentissage. Le faisant, ils côtoient sur ces campus les jeunes futurs cols bleus. Ce contact leur permet, lorsqu'ils prennent, après leur apprentissage, des fonctions de management, de direction, leur permet d'être beaucoup plus à l'aise avec les gens qu'ils doivent animer et diriger. Alors que quand on les prend directement en sortie d'université ou de grande école, ils sont beaucoup plus empotés, si je puis me permettre, pour diriger d'autres personnes. Parce qu'on ne leur apprend pas trop ça dans l'enseignement supérieur. Le fait de les côtoyer sur nos campus, même s'ils suivent des formations différentes, eh bien ça les rend très familiers et très naturellement, ils savent parler, travailler et diriger des gens de leur âge d'un autre niveau hiérarchique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, comme nos équipements existent, vous vous rendez bien compte que former tous nos jeunes... Il y a 4 campus Veolia aujourd'hui en France. Oui, et il y en a 16 dans le monde, car ce n'est pas seulement une initiative française. Ça nous coûte bien plus que la taxe d'apprentissage classique, à condition qu'on nous la laisse d'ailleurs. Bon. C'est donc un investissement de l'entreprise, et j'aimerais bien effectivement pouvoir le mutualiser. Ça coûte combien, Antoine Frérot, si on doit donner une idée? Ça nous coûte à peu près 30 millions d'euros par an en France. D'accord. Et j'aimerais bien donc pouvoir le mutualiser et le proposer même à des confrères. Car je pense que vis-à-vis des confrères et vis-à-vis d'une profession, monter le niveau de compétence des collaborateurs, quels qu'ils soient, c'est également faire monter en gamme la profession, l'activité. C'est aussi construire des barrières à l'entrée pour ceux qui veulent y rentrer sans accepter de former leurs collaborateurs. Voilà, et c'est dans l'intérêt de tout le monde. On va passer maintenant à Corp Academy. Jean-Marc Tassetto, merci d'être sur ce plateau. Vous avez 1 minute pour présenter les initiatives de Corp Academy en faveur de l'emploi. De l'éducation, pardonnez-moi. Nous, on est parti évidemment du constat que vous venez de faire, qui est de l'apprentissage. En plus, on est né sur le campus d'une école polytechnique fédérale de Lausanne, dans un pays où le taux de chômage est inférieur à 3,5%. Et comme en Allemagne, ce sont des pays où, comme par hasard, l'apprentissage fonctionne. On est parti d'un deuxième constat qui est à l'ère du digital et du numérique, au moment où les entreprises ont le plus besoin d'accompagner leurs grands chantiers de transformation, et on travaille avec plus de 50% des entreprises du CAC 40, les techniques du e-learning inventées au début des années 2000, ça ne le faisait plus. Ce n'était pas possible. Donc, pour aider tout un chacun à se former, il fallait aussi réinventer la pédagogie de la formation en ligne. Donc on est vraiment transformer la formation. On a voulu transformer la formation. Ça s'attaquait à un petit sujet et pour 30 millions d'euros, on peut former 10 millions de personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 500 000 utilisateurs dans le monde. Grâce au digital, exactement. Donc il y a cet effet de à l'échelle qui n'est absolument pas exclusif d'ailleurs de la formation en campus. Moi, je suis fils d'institutrice, je crois que le digital va ramener des étudiants dans les sur les bancs de l'école. Sur les bancs de l'école, mais on va y faire des choses différentes. Donc l'enjeu, c'était de réinventer le digital. Et je rajouterai à tout ce qui s'est dit un paradigme important. C'est ce que tu abordais. C'est la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que moi, j'ai eu 3 employeurs dans ma vie. Mes enfants vont en avoir 10. Vous avez notamment travaillé chez Google, chez SFR, avant de vous lancer dans cette aventure chez Danone. Et j'ai pu bénéficier des universités internes. Mais le sujet, c'est comment réinventer la formation continue, l'apprentissage, dans une perspective de formation à vie en permanence, où c'est l'individu qui est en charge de son employabilité. Donc, comment proposer des solutions dont on s'est focalisé sur, nous, les solutions. Parmi les clients de Corp Academy aujourd'hui, Crédit Agricole, Nespresso, L'Oréal, Auchan, ou encore Schneider Electric. Ludovic Lemoine, une question. Moi, ce qui me vient à l'idée, pourquoi ne pas simplement apprendre à apprendre? Alors, c'est ce qu'on appelle la pédagogie, c'est-à-dire mettre à disposition les nouvelles générations. On a d'ailleurs un cours sur comment manager les générations Y et les millennials. Ce sont des générations qui savent chercher. On dit, ah oui, mais ils ne savent plus apprendre comme on apprenait. Peut-être, mais en tous les cas, ils savent chercher. Donc, il y a, dans les nouvelles façons de travailler, dans les nouvelles façons de se former, il y a aussi cette notion de comment aider et accompagner, cette notion de
quête personnelle de la montée en compétence. Moi, je pense aussi qu'aujourd'hui, une des compétences qu'il faut développer énormément, c'est l'intelligence plurielle. Parce qu'on voit bien que l'analytique va être assez rapidement remplacée par les robots, par l'IA, etc. Et par contre, l'intelligence plurielle, quelque chose qui n'est pas naturel, c'est faire utiliser tous ses sens pour créer, pour développer, pour travailler au quotidien. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont prévues dans les cursus chez vous? Alors, sur la partie pédagogique, et c'est pour ça qu'on a levé beaucoup d'argent, parce que derrière, il faut développer des plateformes, ces notions-là collaboratives, plurielles, il y a un sens de l'histoire qui s'appelle l'adaptive learning. C'est-à-dire que tous les 6, là, on est à la fois très semblables et très différents dans nos façons d'apprendre. Et très différents au rapport à l'expertise et à l'expérience face à un sujet. Donc le sens de l'adaptive learning, c'est que demain, les plateformes nous délivreront un contenu dans une forme pédagogique qui nous soit totalement adapté pour que l'apprentissage se fasse de façon beaucoup plus impactante, enfin, beaucoup plus efficace. Jean-Marc Tassetto pour Corp Academy. On va passer maintenant à Mathieu Nebra. J'aurais juste posé une petite question. Allez-y, rapidement. Quand tu parlais de la complémentarité entre l'apprentissage traditionnel et en ligne, tu peux juste nous dire en quoi, du coup, ça veut dire qu'il manque quelque chose dans des cours purement en ligne? Comment tu vois les deux? C'est un gain d'efficience qui peut manquer dans les cours purement en ligne. C'est effectivement cette notion de partage et d'apprendre avec les autres. Si on prend un cours sur la formation à la négociation, on ne peut pas imaginer de ne pas, à un moment donné, être filmé face à une caméra en simulation, en jeu de rôle. Maintenant, avant la formation en ligne, et après la formation, on peut faire des choses plus théoriques, où on peut partager après la formation des choses plus collaboratives, et tout ça démultiplie l'efficience globale de la pédagogie. Allez, on passe tout de suite à Open Classroom. Mathieu Nebra, bonjour, vous avez donc 1 minute pour nous présenter ce que votre entreprise fait en faveur de la formation. Alors, Open Classroom, c'est une entreprise dont la mission est de rendre l'éducation accessible à tous. Et pour ça, on a un objectif concret qui est d'aider les individus à trouver un emploi. Qu'est-ce qu'on fait? On propose de la formation entièrement en ligne, que vous pouvez faire donc de chez vous, jusqu'à obtenir un diplôme reconnu par l'État, Bac+2 à Bac+5, on a tous ces niveaux-là, vers des métiers d'avenir, des métiers du numérique qui recrutent, qui sont en plein boom. Et on va s'assurer que vous trouvez un emploi à l'issue de votre formation. Au point même que maintenant, on garantit d'emploi toutes nos formations. Vous avez lancé, Mathieu Nebra, voilà, l'emploi garanti. Emploi garanti dans la formation. Parce que finalement, notre objectif dans ces formations-là, c'est pas le plaisir de donner un diplôme, c'est que l'individu il trouve son compte et qu'il aille jusqu'à avoir un emploi, parce que c'est pour ça qu'il le fait. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un tel succès de la formation, les individus trouvaient un emploi même avant d'avoir leur diplôme, que ça paraissait logique finalement de le rendre concret en disant l'emploi sera garanti. Si vous n'avez pas trouvé d'emploi 6 mois après votre diplôme, vous êtes remboursé de votre formation. C'est ça. La promesse est très simple. 6 mois après votre diplôme, si vous n'avez pas trouvé d'emploi dans le secteur que vous recherchiez, on vous rembourse votre formation. Et là, c'est quoi les premiers résultats? Le premier résultat, c'est pour l'instant, tout le monde trouve un travail. Et donc, on est très content. C'est des métiers qui recrutent, des métiers du développement informatique, du design, du marketing digital. Et pour nous, c'est une façon de montrer la preuve aussi de la qualité de la formation, puisqu'elle est constituée avec les entreprises. On collabore avec elles jusqu'à ce que l'individu trouve un emploi. Ce serait possible d'étendre à d'autres secteurs, hein. Je pense au secteur de l'environnement, par exemple. Alors, Mathieu Nebra. C'est complètement possible. On est en train d'y travailler, pas forcément sur l'environnement tout de suite, mais on démultiplie les domaines. On a commencé sur les métiers du numérique parce que ce sont les métiers en plus forte tension. On est en train de travailler sur d'autres domaines et on va ouvrir d'ici la fin de l'année de nombreuses formations. On en a une dizaine, on va aller jusqu'à une 50aine de formations sur des métiers des ressources humaines, sur des métiers de l'entrepreneuriat, du marketing, du design. Voilà, on a beaucoup de choses qui se préparent. Près de 3 millions d'utilisateurs par mois pour Open Classroom aujourd'hui. Une petite réaction, question autour de la table. Antoine Frérot peut-être, une question à Mathieu Nebra. C'est assez spectaculaire, tout d'abord comme offre. Alors, vous posiez la question de savoir si ça serait accessible à d'autres types de qualifications. Moi, j'en suis persuadé. Bon, c'est de la formation en ligne, donc je pense que ça s'adresse à des gens qui peuvent facilement apprendre. Et ça ne s'adresse sans doute pas aux décrocheurs qu'on évoquait tout à l'heure en début d'émission, bien évidemment. Mais faudrait adapter peut-être pour toutes les autres. Alors ça dépend. On a vraiment de tout. On a des gens de 16 ans à 55 ans qui font la formation en reconversion, décrocheurs scolaires qui notamment ont du mal à l'école et qui finalement retrouvent du plaisir. Et eux aussi, et pour eux aussi, ça marche. Ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne. C'est parce qu'on a un accompagnement privé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul face à votre écran. Vous avez un mentor privé que vous voyez toutes les semaines par visioconférence et qui personnalise votre apprentissage, qui l'ajuste à vos besoins. Si vous avez besoin de plus de temps, il vous donnera plus de temps, il vous donnera des objectifs personnalisés. Ça marche donc comme l'apprentissage alors, avec un maître d'apprentissage. C'est ça. Qui est un mentor, qui est un professionnel du secteur, qui travaille pour nous et qui accompagne toutes les semaines. Et une question des membres du cercle, Axel Docher, mec.org.
Oui, en fait, je voulais comprendre si est-ce que c'est déterminant que le salarié ou en tout cas le client, l'étudiant ait une démarche personnelle. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est lui qui s'inscrit ou c'est son entreprise. Comment se passe ce phénomène? On a les deux aujourd'hui. On a des personnes qui vont payer de leur propre poche dans une démarche de formation personnelle. On a aussi l'entreprise qui paie de sa poche. Qui paie pour l'employé, financé par les OPCA aussi. Donc c'est tout à fait possible. Et dans les deux cas de figure, on arrive à avoir de bons résultats où les personnes trouvent un emploi à la suite de la formation. C'est vraiment parce qu'il y a un suivi, un accompagnement, en plus des cours en ligne accessibles 24 heures sur 24, qu'on arrive à avoir un petit peu cette formule unique qui montre ce succès. Et donc voilà. Ludovic Lemont, rapidement. Non, moi je pense que qu'est-ce qui impose à l'étudiant de trouver un job, parce que finalement en attendant 6 mois, c'est une question un peu gérer quelque part, parce que s'il ne fait pas d'effort de rechercher un emploi ou d'avoir il doit nous montrer qu'il recherche un emploi et nous indiquer s'il n'arrive pas à trouver un emploi. Donc toutes les 2 semaines, on attend un rapport des entreprises qu'il a contactées, les retours qu'il a, et si on se rend compte qu'il a besoin d'aide, un mentor spécial va lui conseiller dans sa démarche de recherche d'emploi. Le mot de la fin pour Antoine Frérot, patron de Veolia. Pour la haute placement, c'est une solution qui a l'air magique. Parce que dans la haute placement, là, les gens sont volontaires pour trouver un emploi. Ils feront tout pour en trouver un. Et ce que vous proposez, dès lors que vous le garantissez, je pense que c'est voué à avoir un très grand succès. Attention à votre téléphone ou à votre site internet dès ce soir où vous risquez de le voir embouteillé. Avec plaisir. Adoubé de telle façon, effectivement, ça ne peut que marcher. Mathieu Nebra pour Open Classroom. Merci aussi à Jean-Marc Tassetto, Corp Academy, Antoine Frérot pour Veolia, d'avoir présenté vos initiatives en matière d'emploi et d'éducation dans le cercle de l'entreprise et de l'intérêt général. Merci à Axel Daucher, mec.org, plateforme de lobbying citoyen. Merci Ludovic Lemont, patron de Sigfox, spécialiste des objets connectés, membre du cercle. Merci d'avoir été avec nous. La prochaine du cercle de l'entreprise et de l'intérêt général, c'est dans un mois, mi-juin. En attendant, bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission en replay en bon français sur bfmbusiness.com, et le journal du dimanche y consacre une double page ce dimanche 14 mai. À très vite. BFM Business, le cercle de l'entreprise et de l'intérêt général. Les entreprises ensemble pour le bien commun.